Alors, dans cette deuxième capsule, on va étudier l'histoire de la Nouvelle-France. Je vais essayer de vous faire ressortir certains des traits les plus importants de cette période-là qui marque vraiment le début de la période française en Amérique, de l'implantation française en Amérique. On va essayer de comprendre comment et pourquoi les Français se sont intéressés soudainement à l'Amérique du Nord. On va essayer de montrer de quelle manière les Français et les Canadiens vont explorer ce territoire-là afin d'y établir un réseau assez formidable de commerce des fourrures. En même temps qu'on va montrer que la France, en tant que telle, n'a pas fait de si grands efforts que ça pour mettre en valeur le territoire, outre que le commerce des fourrures, pas nécessairement de si grands efforts pour mettre en valeur le territoire. Et en ce sens-là, on fera des comparaisons avec ce qui se passe dans les 13 colonies britanniques situées le long de la côte est de l'océan Atlantique. Alors, l'aventure française en Amérique, bon, j'avais parlé dans la première capsule de la présence de certains pêcheurs qui venaient de Bretagne, qui venaient de Normandie, les pêcheurs des Pays Basques, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas parler, à proprement parler, hein, on peut pas dire qu'il y a eu une installation permanente. Donc, le début d'installation, le véritable début de la présence française en Amérique, c'est avec Jacques Cartier en 1534, qui lui va arriver dans la région de Gaspé, va y planter une croix pour signifier qu'il prend possession officiellement du territoire au nom de la France. Mais donc, Cartier, lui, c'est qui? C'est un envoyé officiel de la France. C'est un envoyé officiel de la France qui a pour objectif de trouver un passage vers l'Asie. Donc, c'est tout à fait typique de l'époque, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, plusieurs États européens étaient engagés dans ce qu'on appelle le mouvement des grandes découvertes, c'est-à-dire essayer de trouver des nouvelles voies de commerce avec l'Asie à partir du moment où Constantinople est tombée au milieu du 15e siècle entre les mains des Turcs. Donc, les États européens, ça avait commencé avec le Portugal et l'Espagne. Ensuite, l'Angleterre et la France ont emboîté le pas. L'idée, c'était de trouver un passage vers l'Asie et Jacques Cartier, donc, s'inscrit parfaitement dans ce mouvement-là. Entre 1534 et 1542, Jacques Cartier va effectuer 3 voyages dans le golfe du Saint-Laurent. On le voit ici très bien par l'image, donc, autour de Terre-Neuve, dans le golfe du Saint-Laurent et éventuellement va explorer le Saint-Laurent en tant que tel lors de son deuxième voyage tout particulièrement. Ce qui est intéressant de Jacques Cartier, c'est d'abord, c'est un cartographe de formation. Donc, il va faire le premier relevé topographique important, précis du golfe du Saint-Laurent et de la vallée du Saint-Laurent. Cartier, donc, comme je disais, va remonter jusque dans la région de Montréal et curieusement, il va bloquer dans ce qui serait aujourd'hui les rapides de la Chine, ce qui est complètement ironique dans la mesure où Cartier, à la recherche de la Chine, bloque à la Chine. Mais bon, trêve de plaisanterie, Jacques Cartier, comme je disais, fait un relevé topographique intéressant du golfe et de la vallée du Saint-Laurent, en même temps aussi qu'il va prendre de nombreuses notes. Donc, il va faire l'inventaire des ressources. Et pour l'historien que je suis et que bon, c'est extraordinairement intéressant parce qu'il va décrire la faune et la flore, il va décrire les arbres, puis il va faire ressortir les différences entre cette faune nord-américaine et celle de l'Europe. Il va décrire les animaux. Il va noter au passage qu'il y a énormément de castors dans la vallée du Saint-Laurent. Ça deviendra important un petit peu plus tard. En même temps aussi, quand on parle de ressources, Cartier va rencontrer des individus. Donc, il va décrire justement des individus, principalement donc des populations du groupe algonquien. Il va décrire ces individus, il va les dessiner même, il va dessiner de nombreux animaux. Alors, Cartier va prendre, comme je disais, possession du territoire à Gaspé en 1534. En même temps aussi, Cartier, comme je dis, fait une description de ce territoire-là et va retourner en France et va essayer de convaincre le roi de la richesse potentielle de ce territoire-là. Or, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que le roi de France recherche essentiellement? Ce que le roi de France recherche, ben c'est OK, tu n'as pas trouvé de passage vers l'Asie, si on peut vivre avec ça. Est-ce qu'il y a des richesses sur le nouveau territoire que tu as découvert? Surtout, est-ce qu'il y a des richesses équivalentes à celles, par exemple, de l'Espagne, que l'Espagne a pu trouver un peu plus au sud, au Mexique et dans le nord de l'Amérique du Sud? À ça, Cartier répond, ben, j'ai trouvé des métaux qui pensaient être au départ de l'or, mais c'était de la pyrite de fer. Cartier aussi va dire, j'ai découvert des pierres précieuses, mais ce n'était que du vulgaire mica. Donc, en bout de ligne,
Le roi de France n'est pas particulièrement impressionné par ce que Cartier a découvert dans ces nouveaux territoires-là. Le roi de France, à cette époque-là, ne s'intéresse pas aux castors, ne s'intéresse pas aux populations amérindiennes, surtout pas intéressé par les descriptions du climat rigoureux que fait Cartier, surtout pas impressionné par le fait que lors de son premier hiver en Amérique du Nord, la moitié de l'équipage de Cartier a péri à cause du scorbut, un manque de vitamines. Donc, le roi de France est très, très peu impressionné, de telle sorte que la France va abandonner, d'une certaine manière, la vallée du Saint-Laurent pendant 5, 6, 7 décennies. C'est seulement au début du 17e siècle que la France, il y a des intérêts en France pour le nouveau territoire, que cet intérêt-là revient. Pourquoi? Parce qu'il y a soudainement un engouement pour la fourrure. On ne parle pas ici de Français qui souhaitent se promener avec un gros manteau de fourrure, c'est pas nécessairement la question, mais c'est plutôt ce à quoi on s'intéresse, c'est à la peau de certains animaux qui peuvent permettre de fabriquer des vêtements plus chauds, des chapeaux plus chauds, et peut-être des vêtements et des chapeaux imperméables. Et c'est là qu'on recommence, c'est là qu'on ressort un peu des boulamites, les récits de voyage de Cartier, et on va retrouver les chapitres où il parle de l'abondance du castor. Alors donc, au début du 17e siècle, la France revient en Amérique du Nord avec un objectif précis, exploiter les fourrures, exploiter les animaux. Alors, cette entreprise-là, ben, c'est une compagnie, c'est la compagnie des Centres associés qui vient s'installer. Donc, on va envoyer une quarantaine de personnes dirigées par Samuel de Champlain, et ces gens-là vont s'installer à Port-Royal, donc ce qui serait aujourd'hui en Nouvelle-Écosse. Et cette installation-là, elle sera là de 1604 à 1608. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on va s'installer en Acadie pour exploiter des fourrures qui se trouvent essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent. La réponse est fort simple, c'est que ces premiers Français ne souhaitaient pas être prisonniers des glaces du Saint-Laurent 4 ou 5 mois par année. Ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un port ouvert sur la mer 12 mois par année. Donc, pendant ces 4 premières années, Champlain et ses compagnons vont s'installer dans une habitation. Donc, Champlain a fait les plans, on le voit ici. Et donc, en parallèle, je fais juste dire, en parenthèse, je fais juste dire que cette habitation-là a été reconstruite aujourd'hui. C'est un parc national canadien qui est à Port-Royal en Nouvelle-Écosse et qui est fort intéressant à visiter. Donc, pendant 4 ans, Champlain va diriger cette espèce d'opération à distance entre l'Acadie et la vallée du Saint-Laurent, mais il réalise bien que ça devient essentiellement invivable. Les distances sont trop grandes, les dangers sont trop grands. De telle sorte que Champlain, en 1608, avec un autre compagnon qui s'appelle Pierre Dugas-Demont, Champlain vont venir s'installer dans la vallée du Saint-Laurent, donc directement au cœur de l'action. Mais c'est surtout que Champlain, avec le temps, il a découvert, en tout cas, il y avait une espèce de vision. Il se disait que, bon, d'abord, il y a cet endroit-là, Québec, là où le fleuve rétrécit, offrait un site particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y avait une portion basse qui permettait d'avoir un accès au fleuve et d'y accoster les navires, et qu'il y avait une portion plus haute qui offrait quand même une protection intéressante. Alors, Champlain aussi, ce qu'il voit, c'est que dans les environs de Québec, lui, ce qu'il voit, comme je l'ai dit, il y a une vision. Dans les environs de Québec et dans le reste de la vallée du Saint-Laurent, Champlain avait cette vision oui, de continuer l'exploitation des fourrures, mais également d'amener des colons français afin qu'on puisse développer, mettre en valeur ce territoire-là. Il démarrer une agriculture une agriculture où on pourrait peut-être exporter des produits, que ce soit du blé ou d'autres céréales vers la France. Champlain avait cette vision-là. Mais ça ne s'est pas nécessairement réalisé. Le tableau que vous avez là, c'est dans le premier chapitre de votre manuel, ça nous montre euh, les 150 ans qu'a duré la Nouvelle-France, ça nous montre finalement l'immigration. Donc, ce qu'on constate, c'est que la France envoie relativement peu d'immigrants durant la période. En fait, le chiffre total, c'est environ 25 000, ce qui est très peu pour une période de 150 ans. Il y a qu'à quelques moments, il y a des chiffres intéressants à noter, comme par exemple celui-ci, entre 1660 et 1680. Il y a soudainement un afflux de femmes célibataires qui arrivent dans la colonie. Ce sont les fameuses filles du roi. C'est un projet qu'avait mis sur pied Jean Talon, trouver donc des orphelines en France, qu'on a mis sur des navires et on les avait envoyées en Nouvelle-France dans le but de se marier avec des célibataires. L'objectif était bien simple, c'était d'augmenter la population par les naissances. Ça a fonctionné, mais quand même, le nombre est relativement faible. Ce qu'on va voir aussi, d'autres chiffres que je vous montre ici, c'est qu'on a tenté la France, à défaut de trouver des colons volontaires, ben, on va essayer d'inciter certaines personnes qui sont déjà sur place
à demeurer en Nouvelle-France. Donc, c'est le cas, par exemple, de militaires, des militaires qui venaient faire leur service ici, mais qu'on leur disait éventuellement, quand vous avez terminé votre service militaire, il y a possibilité de vous installer ici. Donc, à deux ou trois moments dans l'histoire de Nouvelle-France, il y a quand même des groupes importants de militaires qui vont décider de rester dans la colonie. Mais la réalité est que la France envoie relativement peu de colons pendant la période. Euh, Surtout considérant que la France est l'État le plus peuplé en Europe à ce moment-là, était peut-être dans la meilleure position possible pour envoyer des colons. Elle ne l'a pas fait. Alors donc, 25 000 colons en tout et partout sur à peu près 150 ans, ça fait en sorte qu'avec avec quand même une natalité relativement forte, on va se retrouver avec 70 000 habitants en Nouvelle-France en 1760, c'est-à-dire 70 000 habitants au moment où la Nouvelle-France passe aux mains des Anglais. La question à se poser ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que la France envoie si peu de colons en Nouvelle-France, alors que l'Angleterre fait exactement l'inverse. L'Angleterre, qui est un État relativement peu peuplé à comparer à la France, qu'est-ce qui différencie? Pourquoi est-ce que la France et l'Angleterre ont deux visions différentes par rapport à leur colonie? On va essayer de répondre à cette question-là. L'Angleterre, vous le savez, c'est une île. Et que l'Angleterre, ben, on va le voir durant tout le Moyen Âge, l'Angleterre va essayer d'étendre son territoire parce que l'Angleterre, c'est impossible, étant une île, c'est impossible qu'elle puisse prendre de l'expansion comme ça. Alors pendant tout le Moyen Âge, qu'on va voir, ce sont des tentatives anglaises de prendre de l'expansion sur le continent européen. La guerre de Cent Ans est un excellent exemple de ça. La guerre de Cent Ans, donc, qui se déroule au 14e et 15e siècle, c'est une tentative pure et simple de l'Angleterre de prendre de l'expansion sur le territoire européen, prendre de l'expansion en France. Ils vont presque y parvenir, mais ça ne fonctionnera pas. La France, quant à elle, quand on regarde sa position au 15e siècle, au 16e siècle, au 17e siècle, la France, elle, tente de prendre de l'expansion sur le territoire européen également. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que la France est également entourée d'ennemis. De telle sorte que la France va dépenser énormément d'argent, énormément d'énergie, énormément de ressources humaines et matérielles à défendre son territoire contre les Espagnols un peu plus à l'ouest, à défendre son territoire contre, ben, encore une fois, les mêmes possessions ici un peu plus à l'est. Donc la France n'a son territoire d'expansion naturelle, c'est l'Europe. L'Angleterre, comme elle ne peut pas prendre de l'expansion en Europe, l'Angleterre, elle, va s'intéresser à quoi? Ben, elle va trouver que dans les colonies, elle va trouver que dans cette expérience coloniale, il y aura un débouché naturel et ce sera une façon naturelle pour l'Angleterre de prendre de l'expansion territoriale. Donc, l'Angleterre va mettre le paquet, va mettre énormément d'énergie à développer ses colonies, contrairement à la Nouvelle-France. Contrairement à la France, pardon. Donc, je donne pour exemple, l'Angleterre, on le sait, va finir que par fonder 13 colonies entre 1607 et 1703, 13 colonies le long de la côte est ici de l'Atlantique, et va mettre le paquet littéralement, comme je vous l'ai dit, alors que l'Angleterre n'a que une population relativement faible par rapport à celle de la France. Ben, dans ces 13 colonies, en 1760, il y a 1 400 000 habitants. Alors que la Nouvelle-France, je viens juste de vous le dire, après 150 ans d'existence, n'a que 70 000 habitants. Ça nous montre bien la différence l'importance qu'accorde l'Angleterre à ses colonies par rapport à la France. Certainement que l'État français est très intéressé par la colonie, certainement que l'État français est très intéressé par les ressources, par l'argent que peut générer le commerce des fourrures. Ça, ce n'est pas remis en question. Mais la France envoie pardon, peu de colons. L'Angleterre, elle, en profite justement par ses colonies, en profite par exemple se débarrasser de dissidents religieux. Ce sera le cas par exemple des puritains qui vont fonder le Massachusetts. L'Angleterre va en profiter pour envoyer des Quakers qui sont un peu dérangeants en Angleterre. On leur donne une colonie, ça sera la Pennsylvanie. Donc, ainsi de suite. L'Angleterre va envoyer beaucoup de colons et ces colons vont mettre en valeur le territoire. C'est sûr que les 13 colonies anglaises s'intéressent au commerce des fourrures, mais on ne fera pas que ça. Dans les colonies au nord, les 13 colonies, celles qui sont au nord, on va développer une industrie de la pêche, on va exporter beaucoup de poissons vers l'Angleterre, on va développer une industrie agricole, on va exporter beaucoup de grains vers l'Angleterre. Dans les colonies du centre, on va développer le tabac, la culture du tabac. On va faire énormément de commerce avec l'Angleterre. Éventuellement, au sud, on développera toute la culture du coton. On enverra beaucoup de coton vers l'Angleterre. Donc, deux approches, deux mentalités complètement différentes entre la France et l'Angleterre. C'est ce qui explique pourquoi la Nouvelle-France est relativement peu peuplée et que les 13 colonies le seront. De toute façon, j'y reviens dans quelques instants. Le modèle que choisit la France pour développer finalement sa colonie, c'est le modèle typiquement français, c'est-à-dire on va
prendre le modèle français de la France, c'est-à-dire le système seigneurial, et on va l'implanter dans la colonie. C'est un modèle qui n'est pas nécessairement mauvais, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement le meilleur. L'idée, c'est de trouver des seigneurs qui, eux, à qui on va concéder des seigneuries, et eux, après ça, vont devoir trouver des colons, des agriculteurs pour exploiter les terres. Le problème du système seigneurial, c'est que ce n'est pas un système qui incite au grand développement. Pourquoi? Parce que finalement, le colon, une fois qu'il a une fois qu'il a cultivé sa terre et qu'il a suffisamment de, 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 de ressources pour en donner au Seigneur et ressources pour lui pour survivre, ben, il n'est pas nécessairement incité à en produire plus. Pourquoi? Parce que tous les surplus vont se retrouver au Seigneur. Donc, ce n'est pas un système qui incite au, comment je pourrais dire, au dépassement de soi. Vous comprenez ce que je veux dire, je crois. La seigneurie typique, bien évidemment, on parle d'un front qui donne sur d'un front qui donne sur le Saint-Laurent, et ce seront des terres étroites. Pourquoi? Parce qu'on voulait aménager le plus de seigneuries possible le long du Saint-Laurent. Alors, c'est comme ça que va se développer graduellement la colonie. Et là, quand vous regardez cette carte, justement, à la fin du régime français, comment est répartie la population française, elle est collée le long du Saint-Laurent. Très peu de pénétration à l'intérieur des terres. On voit que Québec est la plus grosse ville, on voit que Montréal est la deuxième plus grosse ville, mais tout le monde est installé le long du Saint-Laurent. Très peu de pénétration à l'intérieur des terres. Je fais remarquer que chaque petit point que vous voyez équivaut à peu près à 50 personnes. Donc, les rives du Saint-Laurent sont encore relativement peu peuplées. Les seuls moments, les seuls endroits où on commence à entrer à l'intérieur des terres, c'est dans la région du Richelieu, ici à l'extérieur de Montréal, et ici au sud de Québec avec la rivière Chaudière qui part vers la Beauce. Mais sinon, tout le monde est concentré le long du Saint-Laurent. Donc, l'aventure française en Amérique, elle est formidable. Comme je l'ai dit, ils vont mettre sur pied un réseau très profitable de commerce des fourrures, mais pour la mise en valeur du territoire, pour le développement humain, c'est un petit peu un échec. Donc, on va explorer le territoire. Et ça, par exemple, la part français et canadien est très important. Puis là, je fais ici une distinction entre français et canadien. Déjà, au 17e siècle, déjà Champlain et d'autres administrateurs français qui vont suivre font la distinction entre les Français et les Canadiens. Les Français, c'est qui? Ben, ce sont des Français qui sont nés en France et qui sont temporairement ou qui viennent s'installer dans Nouvelle-France. Les Canadiens, ce sont ceux qui sont nés sur place. Et déjà, au 17e siècle, on fait une distinction entre les Français et les Canadiens. On dit que les Canadiens ont une mentalité complètement différente de celle des Français. Cela étant dit, je veux montrer ici par quelques diapositives rapides l'apport justement extraordinaire des Français et des Canadiens à l'exploration du continent nord-américain. Il est majeur. D'abord, à commencer par Champlain. Si vous regardez Champlain dès ses premières arrivées, dès ses premières explorations, ben, c'est sûr qu'il va tourner autour de l'Acadie et le long de la côte est, de ce qui serait à peu près aujourd'hui Massachusetts, New Hampshire et ainsi de suite. Il explore grandement le Saint-Laurent, va aller explorer la région du Saguenay, du lac Saint-Jean. Il va se rendre jusqu'au lac Saint-Jean. Et on va aussi commencer à tourner autour des Grands Lacs. Son objectif était quoi? C'était de découvrir le territoire, évidemment, mais c'était d'établir des liens aussi avec des populations autochtones sur place. Il va établir de très bons liens avec les populations du groupe algonquien. Il va établir des, il va avoir plus de misère avec les groupes iroquoiens, ça on le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est que Champlain, ben, il voit plus loin. Il veut voir l'installation du territoire, puis il veut voir aussi l'approvisionnement en fourrure, jusqu'où on peut aller. Un autre exemple d'explorateur intéressant, Médard des Groseilliers, qui lui va être le premier à explorer de façon systématique des Grands Lacs, un peu comme un personnage quelques décennies plus tard, Pierre-Esprit Radisson, qui va aller s'établir, qui va aller explorer aussi les Grands Lacs. L'objectif de ces individus, c'était de trouver les routes les plus rapides possibles pour exploiter les fourrures. Donc, trouver les meilleurs chemins, établir des cartes. Deux cas intéressants, Cavelier de la Salle et Louis Joliette, qui, eux, vont explorer le Mississippi, littéralement. Et pourquoi est-ce qu'on commence à aller si loin? Ben parce que déjà, on est rendu donc à la fin du 17e, début du 18e siècle. Euh, on a tellement exploité les fourrures dans le Saint-Laurent et aux alentours qu'il faut commencer à les regarder ailleurs parce que la ressource, on n'en trouve à peu près plus. Donc, il faut toujours aller plus loin, trouver des nouvelles ressources. D'où l'idée d'aller explorer les Grands Lacs, éventuellement tout le Mississippi.
Cas intéressant, ici, c'est Pierre Lemoine d'Iberville. Ça, c'est un Canadien. À la fin du 17e siècle, on va le voir carrément aller faire des voyages de façon régulière à la baie d'Usson, à la baie James, où on retrouve énormément de castors. On va le voir aussi s'en aller plus au sud, c'est-à-dire aller explorer. En fait, c'est lui qui va découvrir d'une certaine manière que le fleuve Mississippi débouche dans le golfe du Mexique. Quand on lit des livres d'histoire des États-Unis, on s'aperçoit que d'Iberville est souvent mentionné comme étant un des fondateurs du Texas ou du Mississippi. D'autres cas intéressants, Pierre de la Vérendrye avec ses fils, qui va littéralement lui pousser encore plus loin vers l'ouest, va découvrir les lacs Winnipeg, Winnipegosis, va se rendre jusqu'aux bases des Rocheuses, finalement, il s'en va carrément vers l'ouest. Donc, tous ces explorateurs-là, et vous prendrez le temps de regarder les cartes à nouveau. Tous ces explorateurs-là, qu'est-ce qu'ils réussissent à faire? Ben, c'est d'établir une carte, d'établir une route, les routes de commerce les plus efficaces possibles pour justement mettre sur pied cet extraordinaire réseau de commerce des fourrures. Donc, l'apport des Français, l'apport des Canadiens à l'exploration du continent nord-américain, il est majeur. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais me répéter encore une fois, le problème, c'est que la France ne met pas beaucoup, n'investit pas beaucoup dans le développement, la mise en valeur du territoire de telle sorte qu'on va se retrouver vers 1760, euh, à la fin du régime français, on va se retrouver avec des problèmes sérieux. Fait que si vous regardez ici une carte de la Nouvelle-France, ça c'est au début des années 1700, au début du 18e siècle, donc très étendu, exploration des Grands Lacs, commencer à explorer le Mississippi, on s'en va vers l'ouest, la Nouvelle-France, elle est très grande à comparer aux colonies anglaises. Au moment de la conquête, la Nouvelle-France a plutôt l'air de ça. Donc un immense territoire à comparer aux colonies anglaises. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette Nouvelle-France-là, elle est peu peuplée. Souvenez-vous, 70 000 habitants sur cet immense territoire en bleu et 1 400 000 sur les territoires en rouge, les colonies anglaises. Donc, au premier coup d'œil, on pourrait se dire que les colonies anglaises sont complètement coincées par la Nouvelle-France, sauf que la réalité, elle est différente. Les colonies anglaises, elles sont plus riches, leur économie est plus diversifiée, il y a une bourgeoisie déjà bien implantée dans chacune des 13 colonies, une bourgeoisie qui peut jouir de passablement d'autonomie, et surtout, c'est que l'Angleterre appuie beaucoup plus ces 13 colonies que peut le faire la France, par exemple. Donc, ça conclut le cours pour cette capsule. La prochaine étape, évidemment, vous l'aurez compris, c'est quoi? La prochaine étape, ce sera la conquête. Donc, on va décrire dans la prochaine capsule quelles sont les différentes étapes de la conquête, de quelle manière ça s'est produit et, évidemment, les répercussions que ça aura.